un enfant marche pieds nus sur l'asphalte brûlant de Ouagadougou, tendant la main aux voitures tant qui filent. Cette image, qui pourrait sembler banale pour certains, soulève une question profonde. Est-ce simplement la misère, ou l'indice d'un mal plus profond, invisible à l'œil nu? Dans la capitale, cette scène se répète inlassablement, jour après jour. À chaque carrefour, à chaque feu tricolore, des enfants et des adultes démunis se tiennent debout ou assis, tendant la main, implorant quelques pièces. Pour beaucoup d'habitants, ce ballet silencieux n'est qu'un élément du paysage urbain, une partie de la routine quotidienne. Mais derrière ces gestes apparemment innocents se cache une réalité bien plus sombre et complexe. Ici, la mendicité n'est pas simplement le fruit du hasard ou d'un destin malheureux. Elle est devenue une industrie clandestine, structurée, où chaque individu est un pion sur un échiquier invisible. Prenons par exemple la situation de Mariam, une femme âgée, assise tous les matins devant la grande mosquée de Ouagadougou. Ce que les passants ignorent, c'est qu'elle ne garde qu'une infime partie des pièces reçues. À la fin de la journée, un homme passe discrètement récupérer la majeure partie de sa collecte. Cette scène, banale en apparence, illustre la mécanique de l'exploitation organisée. Au centre de cette mécanique, on trouve les enfants talibés. Sous couvert d'éducation religieuse, des milliers de garçons sont envoyés mendier, surveillés de près par ceux censés les protéger. Leur quotidien? Parcourir des kilomètres à pied, affronter la chaleur accablante, la faim, la peur et parfois la violence pour remettre l'intégralité de l'argent récolté à des adultes de l'ombre. Parfois, certains enfants parcourent à un plus de 10 kilomètres chaque jour, sans chaussures, exposés à tous les dangers de la rue. Les adultes vulnérables, eux aussi, sont piégés. Personnes âgées, handicapées, toutes placées de manière calculée à des emplacements stratégiques par des réseaux qui profitent de leur détresse. Chaque visage croisé cache une histoire de dépendance, de rupture familiale et d'espoir brisé. Nombre d'entre eux n'ont connu que la rue depuis des années, parfois depuis leur enfance, perpétuant un cycle intergénérationnel de misère. Fermer les yeux, c'est laisser grandir une génération condamnée à l'exploitation. C'est accepter que la misère organisée devienne la norme, au prix de notre humanité commune. C'est ainsi que s'installent l'indifférence et la résignation, ces poisons lents qui rongent le tissu social. Face à ce fléau, la société et ses dirigeants peuvent-ils vraiment rester indifférents? Le Burkina Faso tente aujourd'hui une nouvelle approche, bouleversant les règles du jeu et défiant les traditions qui justifient et parfois l'injustifiable. Derrière chaque bol tendu dans les rues du Burkina Faso, il existe un vaste réseau qui orchestre la misère. Ici, la pauvreté n'est plus seule responsable. Un système invisible organise et exploite la détresse humaine, franchissant les frontières, s'étendant à toute la sous-région sahélienne. Dans de nombreuses villes, la mendicité s'est transformée en une industrie souterraine. Des enfants sont arrachés à leurs familles, parfois sous prétexte d'un meilleur avenir ou d'une éducation religieuse, puis trafiqués vers la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Mali. Ils deviennent des marchandises silencieuses, échangées entre pays, piégés dans un commerce où leur vulnérabilité nourrit l'avidité de réseaux organisés. Selon l'Organisation internationale du travail, on estime que plus de 20 000 enfants burkinabés sont concernés par le trafic chaque année, un chiffre effrayant qui met en lumière l'ampleur du problème. Au cœur de cette mécanique, il y a les talibés. Officiellement confiés à des marabouts pour une éducation religieuse, des milliers de garçons subissent en réalité de terribles pressions. Chaque jour, ils doivent rapporter une somme précise à leur tuteur, sous peine de brimades, de privations, parfois même de torture. Leur enfance s'efface dans la peur, l'humiliation, la rue. Certains sont forcés de mendier de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, privés d'accès à l'école, à la santé et à tout encadrement affectif. Ce système ne s'arrête pas aux enfants. Les adultes fragilisés, personnes âgées, handicapés ou simplement démunis sont eux aussi enrôlés dans la mendicité organisée. Placés à des carrefours, des marchés, devant les mosquées, ils sont surveillés par des groupes qui récupèrent leurs gains. Les gestes sont appris, les emplacements se négocient dans l'ombre. La misère devient affaire et la compassion se monnaie. Les observateurs remarquent que certains emplacements les plus rentables se louent à prix d'or dans les quartiers centraux de Ouagadougou. La frontière se brouille. Où finit la tradition d'aumône? Où commence l'exploitation? Entre détresse économique, héritage religieux et esclavage moderne, la société ferme les yeux. Ce qui devrait choquer devient peu à peu normal, parfois même valorisé. On invoque l'humilité, le sacrifice, la fatalité, tandis que l'exploitation perdure, cachée derrière l'habitude. Ainsi, l'aumône, vertu cardinale de nombreuses religions, est parfois détournée de son sens originel pour servir des intérêts inavouables. Accepter cette normalité, c'est condamner tout espoir de changement.
Détourner le regard, c'est faire de la misère une sentence collective et laisser s'effriter l'avenir dans le silence. De nombreux pays, comme le Sénégal ou le Niger, ont également été confrontés à ce dilemme, oscillant entre tradition et modernité, entre compassion individuelle et action collective contre l'exploitation. Mais face à cette fatalité acceptée, une nouvelle volonté émerge, celle de transformer la répression en réinsertion. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, l'État engage un bras de fer inédit contre ce système. Cette approche s'inspire de réformes déjà tentées ailleurs, comme au Maroc ou en Tunisie, où des brigades spécialisées ont tenté d'assainir l'espace public. Une nouvelle force patrouille dans les artères de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La brigade Laballe, en uniforme, intrigue et divise, simple outil de répression ou promesse d'un renouveau social. Sa présence marque un tournant, voulu par le capitaine Traoré dans le cadre du vaste projet de refondation nationale. L'ambition est son claire, faire de la rue un espace de dignité retrouvée. La brigade ne ressemble pas aux anciennes patrouilles. Son mandat, pénétrer les zones où la mendicité s'est institutionnalisée, où enfants et adultes sont piégés dans un engrenage d'exploitation souvent invisible. Elle affiche une volonté claire, refuser la fatalité, affronter la misère organisée. Les agents sont formés non seulement aux interventions policières, mais aussi à la médiation sociale, à l'écoute et à la gestion des situations de crise. Quand la brigade intervient, la méthode tranche. Les meneurs et profiteurs du système risquent des sanctions. Mais pour chaque personne interceptée, une alternative s'ouvre. Intégrer un programme inédit de réinsertion, quitter la rue pour rejoindre un chantier public. Cette démarche humaniste rompt avec la logique purement punitive, privilégiant la seconde chance sur la stigmatisation. Les anciens mendiants, surnommés Bounia, sont conduits vers des sites de travaux d'intérêt général. Encadrés par des formateurs, ils apprennent à manier des outils, à respecter des horaires, à coopérer. Chaque action, même minime, devient apprentissage. Chaque journée, une étape vers une possible renaissance. Par exemple, lors de la réhabilitation récente d'un parc urbain, plus de 50 anciens mendiants ont participé à la plantation d'arbres, découvrant pour la première fois la satisfaction d'un travail collectif au service de la communauté. Rien n'est imposé. La participation reste volontaire. Ceux qui acceptent trouvent un abri, des repas et la perspective d'un avenir. Certains poursuivent en formation professionnelle, d'autres décrochent un emploi municipal, toujours sans humiliation ni exclusion. Le témoignage de Souleymane, ancien mendiant devenu jardinier, illustre cette réussite. Aujourd'hui, je ne tends plus la main, je plante des arbres pour ma ville. Je me sens utile, respecté. Déjà, les rues changent. L'on voit d'anciens mendiants transmettre leur savoir à des plus jeunes, partager un pain sous le regard ému des passants. Le paysage humain se modifie, la dignité ressurgit là où régnait l'abandon. Certains commerçants saluent l'initiative, témoignant d'une baisse des incivilités et d'une amélioration du climat social autour des marchés. Mais l'équilibre est trop fragile. Si la réforme s'appuie seulement sur la contrainte ou la peur, la détresse perdurera, la société restera fracturée. Mais si la dynamique d'insertion prend racine, alors une solidarité nouvelle peut émerger, posant les jalons d'une souveraineté sociale à inventer. L'exemple du Brésil, avec ses programmes de Bolsa Familia, a montré que la réinsertion par le travail et l'éducation peut transformer durablement une société. Pourtant, derrière les sourires retrouvés et les récits de réinsertion, des voix s'élèvent. Certains dénoncent les limites du système, d'autres redoutent un simple déplacement du problème, voire une invisibilisation de la misère loin des centres urbains. Des sociologues rappellent que sans un accompagnement psychologique et social durable, le risque de rechute demeure élevé. Un enfant arraché à la rue peut-il vraiment échapper à son destin ? Yacouba, âgé de 13 ans, retrouvé mutilé après des années à mendier pour d'autres, symbolise un cauchemar partagé par des milliers d'enfants. Son histoire déchire le silence et force le pays à ouvrir les yeux sur la violence cachée derrière chaque bol tendu. Ce drame rappelle celui de la petite Aïssata, au Mali, victime d'un réseau de trafic d'enfants, dont le témoignage a bouleversé l'opinion publique et accéléré l'adoption de lois plus sévères contre l'exploitation des mineurs. Face à ce scandale, la justice du Burkina Faso change de cap. Désormais, les marabouts complices de l'exploitation risquent jusqu'à 10 années derrière les barreaux. Ce sont des peines jamais vues, un avertissement ferme. L'impunité n'a plus sa place ici. Les procès publics de certains trafiquants ont servi d'exemple, suscitant un débat national sur la responsabilité collective. Mais punir ne suffit pas à réparer. Les enfants arrachés au réseau ne sont pas abandonnés à leur sort. Dans les centres d'accueil, ils reçoivent plus qu'un toit, une éducation, un accompagnement psychologique, une initiation à un vrai métier.
Chaque enfant découvre qu'il vaut bien plus que la monnaie qu'il rapportait autrefois. Les centres proposent des ateliers de menuiserie, de couture, d'informatique, offrant ainsi des alternatives concrètes à la rue. Ce chantier immense n'existerait pas sans l'appui d'organisations internationales. Enseignants, psychologues, éducateurs, une armée bienveillante se mobilise pour offrir à ces jeunes une chance réelle de recommencer. Des ONG telles que Terre des Hommes ou Save the Children forment les encadreurs, financent les infrastructures et accompagnent les familles dans la réintégration des enfants. Un enfant muni de livres, non d'un bol, apprend l'espoir au lieu de la peur. Fermer les yeux, c'est condamner la société à la violence et au désespoir. Leur offrir un avenir, c'est miser sur la renaissance d'un peuple tout entier. Un ancien talibé, aujourd'hui mécanicien, témoigne « On m'a donné une deuxième chance, maintenant je peux aider ma petite sœur à aller à l'école ». Pourtant, derrière chaque victoire plane une inquiétude. Cette révolution silencieuse pourra-t-elle résister aux critiques et aux pressions extérieures ? L'histoire montre que toute réforme profonde suscite des résistances. En Inde, par exemple, les politiques contre le travail des enfants ont longtemps été contestées avant de produire des effets durables. La transformation ne fait que commencer. Reste à savoir si la société burkinabé osera maintenir le cap face aux résistances, aux traditions bien ancrées et aux défis à venir. La réussite dépendra de la capacité à conjuguer fermeté, empathie et innovation sociale. Le débat fait rage. Autoritarisme ou défense de la dignité ? Qui a raison ? À mesure que le gouvernement burkinabé durcit sa position, des critiques occidentales s'élèvent. Elles accusent le régime de restreindre l'espace civique et de sacrifier les libertés individuelles sur l'autel de la discipline. Selon elles, la fermeté risque d'étouffer la voix des plus faibles. Les médias internationaux mettent en garde contre les risques d'abus et de dérives sécuritaires, rappelant les dérives observées dans d'autres pays africains. Pourtant, regarder la réalité en face change tout. Derrière la mendicité forcée, surtout celle des enfants, se cache bien plus qu'une simple misère. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du travail qualifient ces pratiques de traite humaine. Chaque main tendue masque souvent un réseau organisé, une machine qui broie l'enfance et la dignité. Le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme de 2023 souligne la croissance alarmante des réseaux transfrontaliers dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le capitaine Traoré, lui, veut briser ce cercle. Son projet est clair, instaurer une souveraineté morale basée sur la discipline, l'éducation et le travail. Il ne s'agit pas de dissimuler la pauvreté, mais de refuser que l'on s'en accommode comme d'une fatalité ou d'une tradition. Pour lui, la charité ne doit pas être synonyme d'humiliation. Il veut transformer l'assistance en tremplin, la répression en réinsertion. Cette philosophie rejoint celle de certains grands réformateurs, comme Thomas Sankara, qui voyaient dans l'éducation et le travail les piliers de l'émancipation collective. Le modèle burkinabé n'ignore pas la dureté de la misère, mais refuse d'en être complice. Les lois sont rigoureuses, oui, mais elles placent la reconstruction et la dignité au cœur de l'action. Les anciens mendiants sont suivis, formés, accompagnés pour briser un engrenage qui semblait inévitable. La société civile est invitée à participer à cet effort, notamment à travers des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les quartiers populaires. Ce choix courageux lance un signal à toute l'Afrique de l'Ouest. Il est possible d'agir avec fermeté sans sacrifier l'humain, ni céder face aux réseaux d'exploitation qui prospèrent sur l'indifférence. Refuser la fatalité, c'est refuser que l'avenir soit construit sur l'humiliation des plus faibles. D'autres pays, inspirés par l'initiative burkinabé, commencent à réfléchir à des réformes similaires, cherchant à adapter le modèle à leur propre réalité. En fin de compte, l'enjeu est vital. Sans réforme, les sociétés resteront prisonnières d'un fatalisme qui détruit le potentiel humain et hypothèque l'avenir collectif. La dignité n'est pas négociable. Se satisfaire du statu quo, c'est tourner le dos à tout progrès, à toute justice véritable. Mais comment ces nouvelles mesures changent-elles concrètement la vie des plus vulnérables ? Pour comprendre l'impact réel, il faut écouter ceux qui vivent cette transformation de l'intérieur. L'histoire de Fatimata, qui a quitté la rue pour devenir apprentie boulangère, prouve que la réinsertion n'est pas un mirage, mais une réalité possible avec un accompagnement adapté. Chaque bol arraché aux mains d'un enfant est une victoire contre la fatalité. C'est ainsi que l'on commence à fissurer le cercle de l'indifférence. Refuser l'exploitation comme une simple donnée du quotidien, c'est s'opposer à l'idée que la misère serait un horizon immuable. Détourner le regard, c'est abandonner une part de la dignité collective. Chaque enfant condamné à mendier, chaque adulte enfermé dans la mendicité organisée, ce sont autant de vies,
sacrifiés sur l'autel de la résignation. Mais il suffit d'une seule existence transformée pour prouver qu'un autre avenir reste possible. Quand l'État privilégie la réinsertion à la répression pure, il rappelle que la dignité humaine n'est pas un privilège, mais un socle indispensable. Le projet lancé au Burkina Faso n'est pas une chimère, il naît d'une volonté politique et d'une exigence commune. Refuser la banalisation de l'exploitation, c'est refuser que la pauvreté devienne un décor accepté. Nous portons tous une part de cette responsabilité. Quand la dignité redevient valeur partagée, chaque victoire, même infime, éclaire l'ensemble de la société. À l'inverse, fermer les yeux, c'est renoncer à notre propre humanité. Les ONG rappellent que chacun peut agir, signaler un cas d'abus, soutenir les initiatives locales ou simplement éduquer ses enfants à l'empathie et à la solidarité. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre la dignité, celle des autres comme la nôtre ? Cette réponse dessine la frontière entre l'indifférence et la justice. L'avenir du Burkina Faso, comme celui de tant d'autres sociétés, se joue dans ce choix intime et collectif.